Bonjour à tous, bienvenue au grand rendez-vous européen CNews Les Échos. Deux invités ce dimanche. Dans une demi-heure, Jean-Philippe Tanguy, député RN sortant et candidat à sa réélection dans la 4e circonscription de la Somme. Et dans l'immédiat, le député sortant LFI, candidat à sa réélection dans la 1re circonscription de Seine-Saint-Denis. Bonjour Éric Coquerel. Merci d'être avec nous. C'est donc votre grand rendez-vous ce dimanche dans cette première partie. Nous sommes à une semaine du premier tour de ces législatives post-dissolution. Une semaine pour convaincre, tant sur le plan politique qu'économique. Et pour vous interroger avec moi ce matin, Nicolas Barré du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Votre premier objectif en cas de victoire, Éric Coquerel, redonner du pouvoir d'achat aux Français. Plusieurs mesures proposées, abrogation de la réforme des retraites, augmentation des petites pensions, un SMIC à 1 600 €, le retour de l'ISF. Vous l'avez chiffré, ce programme, Éric Coquerel, combien ça va coûter? Et pardonnez-moi cette question, combien ça va coûter à qui exactement? Alors combien ça va coûter si on cumule jusqu'en 2027? On a été plus après, mais comme vous le savez, en 2027, il y aura des échéances. Voilà. Donc nous serons cumulés à partir de 2027 à un coût de 150 milliards qui va monter entre 25 milliards pour 2024, parce que c'est une moitié d'année, ensuite 100 et ensuite 150 milliards. Et nous avons pris soin, même si nous estimons que ce programme qui relance la demande sur le fonds de bifurcation écologique va rapporter des cotisations, va rapporter de la fiscalité, en gros va avoir un effet multiplicateur, comme on dit chez les keynésiens, nous sommes convenus d'avoir, face aux dépenses, les mêmes recettes. Voilà comment nous avons construit notre programme. Et vous me demandez à qui nous allons prendre, c'est assez simple. En fait, qu'est-ce qui caractérise Emmanuel Macron ? Je vais vous donner 2 chiffres. Depuis 2017, le salaire moyen réel a baissé de 2,5% dans ce pays. Les dividendes, plus rachat d'actions du CAC 40, ont été multipliés par 2, sont passés de 50 milliards environ d'euros en 2017 à 98 aujourd'hui. Voilà. Donc il y a eu une grande migration du partage des richesses, des revenus du travail vers les revenus du capital, et pas n'importe quel capital, parce que je n'attaque pas le capital en général, mais le capital qui n'est pas investi, qui ne sert pas à l'emploi, qui ne sert pas à l'investissement, qui sert à une accumulation des richesses aux mains des actionnaires, notamment des plus gros actionnaires. Et donc on va trouver des mécanismes par 2 biais pour récupérer cet argent. Les 2 biais, ce sont lesquels? C'est le partage de la valeur ajoutée, bon, ça c'est assez simple, on augmente les salaires, on va y revenir après, et puis d'un autre côté, le fait d'arrêter ces baisses de dépenses qui ont profité aux plus riches, qui ne profitent pas aux Français, pour pouvoir investir dans l'écologie, pouvoir investir en éducation, pouvoir investir dans l'école. Et figurez-vous, quand vous investissez, tout le monde le sait, l'État investit, eh bien, c'est aussi des marchés, pour le BTP, pour les entreprises, etc. Voilà comment nous allons à la fois relancer l'activité économique, partager les richesses et assurer les marges dont je viens de vous parler. Quand vous avez dit que les salaires avaient baissé, c'est en comptant avec l'inflation? Oui, bien sûr, je parle de salaire moyen réel. Bien et sûr, quand vous dites les Français, ça profite pas aux Français, ça profite aux plus riches, il y a aussi des plus riches qui sont français. Oui, enfin, je ne vais pas chercher, je dis que ça partage... J'entends bien. Parvenir. Je prends les Français en général, bien sûr. Bien. Mais attendez, un chiffre là-dessus, puisque vous m'interrogez, qui est intéressant. Dans les mesures fiscales qui ont été prises par Emmanuel Macron, vous savez, il y a la flat tax, d'accord, qui est d'ailleurs un bouclier fiscal pour les revenus du capital à hauteur de 30%, plus la suppression de l'ISF. Les calculs qui ont été faits l'an dernier par l'Institut des politiques publiques avec Bercy, je précise avec Bercy, parce que comme ça, cela objectivise les chiffres, montrent que les 150 milliardaires de ce pays payent tous à peu près entre 0,1 et 2% d'impôt sur le revenu. Vous entendez bien, 0,1 à 2% d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce que comme il y a eu un avantage sur le revenu professionnel issu du capital, ils ont transféré leur revenu, en fait, leur patrimoine, sur les revenus du capital qui sont moins taxés. Eh bien, si on prend maintenant cette moyenne, c'est-à-dire on prend les revenus professionnels et déclarer l'impôt sur le revenu, on a des gens qui sont taxés imposés à hauteur de 25%. Quand les mêmes personnes, s'ils étaient imposés à l'impôt sur le revenu, au barème, auraient près de 50% d'impôt. Cette différence, c'est 18 milliards. Voilà, ça vous donne un peu les échelles pour voir combien ça nous coûte. Ça nous coûte trop cher. Mais vous êtes d'accord que cette stratégie fiscale mise en œuvre par Emmanuel Macron a considérablement renforcé l'attractivité du pays? Si, renforcer l'attractivité, attirer des investissements étrangers. Et donc, au final, c'est positif pour l'économie. Alors, je vous dis non, justement. Alors, ça a attiré
effectivement, il y a une attractivité du pays. C'est incontestable. Il y a une attractivité. Tous les classements le montrent. Monsieur Coquerel va répondre. Il y a une attractivité du pays au niveau, vous avez raison, au niveau de tout ce qui, justement, est rentabilité du capital. Ça, vous avez raison. Et c'était d'ailleurs le grand pari de Bruno Le Maire. Moi, j'aime beaucoup parler avec Bruno Le Maire parce qu'il est net sur ses objectifs. Bon. En gros, il défend, vous savez, cette vieille adage d'Helmut Schmidt, alors je parle, excusez-moi, pour les plus anciens, chancelier allemand dans les années 80, qui disait que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc, il défend la même chose. On attire les capitaux et ça va créer de l'emploi, etc. Sauf qu'il n'y a pas une étude, y compris France Stratégie, qui, vous le savez, est liée à Matignon, donc c'est pas lié à France Insoumise. Il n'y a pas une étude qui prouve que ça crée de l'emploi. D'ailleurs, toutes les politiques d'aide massive aux entreprises, 223 milliards d'euros par an, chiffre France Stratégie 2019. Ces politiques de cadeaux fiscaux, ça on le voit en termes de dividendes, il n'y a pas de problème, donc c'est normal qu'à partir de là, ça attire, mais il n'y a pas ça ne se duplique pas sur la question des emplois. Et donc nous disons que quelque part, c'est de l'argent perdu. Les créations d'emplois ont eu lieu en France quand même ces dernières années. Mais parlons-en, les créations d'emplois. On va le contester. Mais je ne sais pas que je le conteste. Alors déjà, pour partie, vous savez comme moi qu'il y a eu un changement de règle de l'INSEE qui fait en sorte que maintenant, par exemple, l'apprentissage, et nous avons une politique de tout apprentissage, rentre dans les emplois. Donc déjà, ça améliore les statistiques. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir dans le type d'emploi dont vous parlez, c'est que quand vous avez travaillé quelques jours par mois, on considère que c'est un emploi. C'est-à-dire que les créations d'emplois qui sont proposées ne sont pas des équivalents temps plein. Et puis, bon an, mal an, si vous regardez l'économie française depuis, des décennies, on crée 250 000 emplois par an. Donc il n'y a pas eu de chiffre mirobolant, comme nous l'annonce le gouvernement, pour expliquer qu'ils ont créé des emplois. Ce que je constate, c'est qu'on nous disait qu'il y allait à plein d'emplois, et qu'à la fin de l'année, justement, à la fin de l'année, l'INSEE annonce malheureusement près du... Je le regrette. On verra. L'inverse. On verra. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le plein emploi. Vous êtes d'accord, on est à plus de 7% comme chômeurs. C'est un objectif du gouvernement. Ça. Et avec plein de personnes qui ont été en plus sorties des statistiques. Donc non, je conteste le très bon résultat de l'emploi dont vous parlez. Depuis quelques jours, la question de la dette s'est imposée dans la campagne. Jordan Bardella, mais aussi Manon Aubry, mais aussi Jean-Luc Mélenchon ont à peu près une formule et l'État est quasiment en faillite. Non. En faillite, c'est la formule de Jordan Bardella. D'autres disent... Pas de Jean-Luc Mélenchon ni mais Jean-Luc Mélenchon dit la dette est telle qu'elle nous obligera à une forme de rigueur. Il n'a absolument jamais dit ça. Alors, donc vous ne considérez pas que la dette... Non, mais il n'a pas dit ça. Je rétablis déjà les choses. D'accord. Donc, Monsieur Bardella a dit ça. Vous avez raison. Il dit en faillite. Est-ce que juste de l'autre côté, les leaders de la France Insoumise disent la dette laissée par Emmanuel Macron, de leur point de vue, est telle qu'elle oblige quand même à certains choix. Moi, c'est ainsi que je le comprends. Est-ce que pour vous, la France est dans l'État est dans une situation de quasi-faillite? Il n'y a pas de souci. Je vous réponds. Il n'y a aucun leader de France Insoumise qui dit ça. Par contre, Monsieur Bardella, vous avez raison. En gros, il a le même discours pour aller vite que le macronisme. Et d'ailleurs, si on regarde le programme économique, les deux sont à peu près kiff-kiff, donc il n'y a pas de différence. Moi, je considère une chose sur la dette. D'abord, je le mets sur la table, d'accord ? La dette, aujourd'hui, est plus un élément, un épouvantail, un prétexte pour imposer des politiques de baisse des dépenses publiques, d'attaque de la protection sociale, sur lequel le gouvernement compte s'engouffrer si jamais ils avaient à nouveau une majorité, puisqu'il nous annonce dès cette année 10 plus 20 milliards de baisse de dépenses publiques. Il en annonce encore plus dans les années à venir, qu'il attaque les indemnités chômeurs et la manière et toutes les allocations chômage, etc., etc. Donc c'est plus un prétexte. Pourquoi je vous dis que c'est un prétexte? Pourquoi je vous dis que c'est un prétexte? Mais je vous réponds. C'est une réalité, la dette, c'est pas un prétexte. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre, comme ça les auditeurs se feront un choix, d'accord? Aujourd'hui, la dette, d'abord, une première chose, le stock de la dette, tout le monde le sait, ça ne se rembourse pas, d'accord? Le stock de la dette, d'accord? La somme qui aujourd'hui est considérée comme l'ensemble de la dette. Et quand je vous dis ça, vous savez qui un jour, en plein hémicycle de l'Assemblée nationale, vous pouvez revérifier parce que les vidéos fonctionnent, c'est Éric Woerth, qui était mon prédécesseur, dont on ne peut pas estimer, qui tout d'un coup, au moment où on faisait les projets de loi de finances rectificatives pendant le Covid, quand on parlait de la dette qui allait gonfler, il dit « mais de toute façon, chacun sait qu'on ne rembourse pas le stock de la dette ». Pourquoi ? Parce que vous avez une espèce de dette perpétuelle, que la France est considérée comme un des meilleurs placements par les emprunteurs, et que d'ailleurs, le dernier qui a été fait, il y a eu 2 fois plus de demandes que d'offres. Donc arrêtons avec cette histoire de faillite. Alors après, ce qu'il faut regarder, c'est la charge de la dette. Prenons ça comme ça, ok, d'accord, la charge de la dette. Vous convenez qu'en tant que tel, la dette est un vrai problème économique? Je vais vous répondre. Ne me donnez pas les mots que vous me proposez de prendre. On attend votre réponse, monsieur Coquerel. Oui, mais c'est un point important, parce qu'au nom de la dette, on va essayer de... vous écoute. Donc la charge de la dette, oui, ça c'est ce qu'on rembourse chaque année. Elle est aujourd'hui à 9% du PIB. On pense que dans le pire des cas, en 2027, elle sera à 2,6% du PIB. Je le mets parce que c'est comme ça qu'il faut calculer les choses. Alors c'est beaucoup,
C'est beaucoup, c'est pas souhaitable en soi, mais ça nous met pas en faillite. Donc je vous réponds au premier jour, la France n'est pas en faillite, et les gens qui disent ça sont des... au niveau économique, savent très bien qu'en réalité, ils font de la propagande. On réduit la dette ou pas ? Donc, alors, la France n'est pas en faillite. 2, je pense que la question de la dette, il faut pas la cultiver la dette pour cultiver la dette, pour voir à quoi elle sert. Par exemple, je vous donne une idée. Il y a, on sait tous qu'il faut une bifurcation écologique d'urgence. Il faut de l'argent. Ouais. Si vous investissez dans la bifurcation écologique, vous baissez la pire des dettes, qui est la dette écologique, là, ça peut valoir le coup à un moment donné d'augmenter la dette. Bon. Quand par contre, mécanisme depuis 2017, vous augmentez la dette parce que vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, là c'est un problème. Et ce que je dis là est objectif. Vous savez que François Eccal, qui est un économiste, là non plus, qui n'est pas France Insoumise, qui a été auditionné devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la dette. Qu'a-t-il dit ? Il a dit, la dette depuis 2017, hors dette Covid, c'est une dette qui a explosé pour des problèmes de recettes, pas de baisse de dépenses publiques. Donc toute politique, ce que propose de faire le gouvernement, qui vise à faire en sorte de réduire la dette par la baisse de dépenses publiques est une erreur. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'augmenter les recettes pour qu'elles soient équivalentes aux dépenses, des dépenses qui vont provoquer une activité économique plus importante, donc faire des rentrées fiscales. Et c'est comme ça que progressivement, on arrivera à réduire la dette. Et vous verrez qu'on sera plus efficace que le gouvernement qui nous promet de réduire la dette pour 2027. Et tout le monde lui dit qu'avec sa politique, y compris le Haut Conseil des finances publiques, c'est des choses qui ne sont pas crédibles. Mais si ça marchait vraiment avec le niveau de dépenses publiques qu'on a, on devrait avoir une croissance mirobolante. Si on suit votre raisonnement, vous dites plus on augmente les dépenses publiques, plus il y a de la croissance. Mais Éric Coquerel, juste alors, je vous réponds. L'an dernier, pourquoi la France n'est pas rentrée en récession par rapport à l'Allemagne, à votre avis ? Alors que c'était ce qu'annonçaient tous les économistes. Je vais vous dire en 2023. C'est parce que nous avons encore un matelas social que le gouvernement veut attaquer encore plus, qui permet, mine de rien, de maintenir quand même la consommation populaire. Nous avons encore des baisses de dépenses publiques qui permettent quand même de maintenir une croissance, et c'est pour ça que la France était à 0,9, pendant que l'Allemagne était en récession. Donc je vous réponds, oui, c'est vrai, mais sauf que le gouvernement nous annonce vouloir attaquer ce système-là, l'État social, dans les années à venir. Dans un instant, les questions de fiscalité avec Éric Coquerel, notre premier invité au Grand Rendez-vous Europe 1 CNews. À tout de suite. Suite de cette première partie du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec Éric Coquerel, qui est député sortant LFI, candidat à sa réélection dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, le pouvoir d'achat. Première préoccupation des Français. Éric Coquerel, vous proposez le retour au barème de l'impôt sur le revenu, mais là aussi vous le faites passer de 5 tranches actuelles à 14 tranches. Alors, question un peu brutale, mais la 14e tranche de l'impôt sur le revenu, elle est située à combien ? 70, 80, 90% 90. 90. Donc il y a des... 90, alors on s'entend parce que des fois les gens, c'est pas 90% sur l'ensemble de la somme. Hein. On est d'accord, c'est 90% sur ce qui dépasse le barème à un moment donné. Donc c'est 90% sur une partie de vos revenus. Le reste, évidemment, est au fur et à mesure est séquencé, et il y a un barème qui lui est appliqué qui correspond à ça. Mais on ne prend pas 90%, je résume, je le refais en bref parce que je n'ai pas été très clair, on ne prend pas 90% des revenus de quelqu'un, on lui prend 90% au-delà de la tranche supérieure. Néanmoins, ça pose, vous le savez, un petit problème, c'est qu'il y a une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui considère qu'à partir d'un certain niveau, l'impôt devient confiscatoire. Oui, on essaiera de montrer. Et là, 90%, c'est difficile de dire que ce n'est pas confiscatoire, franchement. C'est justement, alors c'est à peu près ce qu'a fait Roosevelt au moment du New Deal, mais justement, on confisque pas 90% des revenus. Je revois là-dessus. C'est qu'à un moment donné, une partie des revenus sur le. Une partie des revenus. Voilà, on le défend. On verra bien ce qui se passera. On le défend. Alors ces 14 tranches d'impôt, c'est ce qui était. 14 tranches d'impôt, c'est ce qui était en 80 à l'époque, etc. Ça permet quoi ? Ça permet en réalité d'avoir une plus grande justice fiscale, alors à la fois une plus grande redistribution. Dans nos calculs, je crois que ça nous rapporte environ 2,5 milliards d'euros de mémoire. Hein. Je peux me tromper parce que je bachote, mais j'ai pas tous les chiffres en détail. C'est à peu près ça. Vous travaillez toute la nuit sur ce d'accord, programme, mais donc, oui, justement, comme nous, on a travaillé, contrairement aux autres groupes, on a des dizaines de chiffres, et vous me permettrez, un dimanche matin, de ne pas forcément avoir le chiffre à 10%. Mais enfin, à peu près, c'est ça. Et par contre, ça permet d'être plus juste, parce que justement, ce dont on accuse souvent notre fiscalité à raison, c'est qu'elle est de moins en moins redistributive et juste. C'est-à-dire que d'abord, la part de l'impôt sur le revenu compte de moins en moins dans la fiscalité, à peu près un peu plus de 20%, et en plus de ça, il est assez injuste parce que 5 tranches, ça ne permet pas de répartir de manière équitable et égale cet effort fiscal. Donc on propose 14 tranches, on pense que ça va rapporter de l'argent à hauteur, et ça ne touchera
les gens au-delà de 4 000 euros net. Donc 92% des Français ne sont pas concernés par notre réforme fiscale, que ce soit les 14 tranches, que ce soit le rétablissement d'un ISF avec un critère écologique, ou que ce soit la suppression de la flat tax. Donc c'est 4 000 euros net et non pas 4 000 euros brut. Hein. Oui, net. D'accord. Nicolas Barré. Alors, votre programme comporte un certain nombre, vous l'avez dit, de dépenses publiques très importantes. Comme vous le savez, la France vient d'entrer dans une procédure de déficit excessif. Donc, ça n'est pas rien par rapport à Bruxelles, puisque les traités nous imposent de discuter avec Bruxelles, mais ensuite de réduire notre déficit de 0,5 points de PIB par an. Or là, votre programme est c'est plutôt l'inverse, c'est que le déficit continue de rester à un niveau très élevé. Donc comment est-ce que, sans sortir des traités, vous restez vous arrivez à négocier avec Bruxelles? Déjà, on ne sera pas dans une situation pire que ce gouvernement, qui a fait augmenter la dette de 1 000 milliards, je vous le rappelle. Alors, il y a eu le Covid, certes, mais le Covid, c'est 240 milliards, ça n'explique pas tout, d'accord? Principalement, c'est par la baisse, je vous l'ai dit, des recettes, donc qui n'est pas un bon élève par rapport aux critères maastrichtiens. Et d'ailleurs, encore une fois, pourquoi Bruxelles, aujourd'hui, veut revoir Bruno Le Maire et ce gouvernement? C'est parce que la loi de programmation des finances publiques qui a été proposée il y a 2 mois, j'en parlais tout à l'heure, vous le savez, qui fixe à un horizon de 2,9% de déficit, est considérée comme non crédible par rapport à ce qui est mis sur la table. Alors d'autant plus non crédible, je dis ça parce que Bruno Le Maire joue beaucoup d'honneur de leçon, c'est qu'on a quand même eu l'exploit d'avoir un gouvernement qui, fin 2023, a fait adopter à l'Assemblée nationale une loi de finances qui, 3 mois après, tous les paramètres changeaient. Et on nous a annoncé. Et là, donc je vous réponds. On parle de votre programme. Comment je vais y venir. Mais comme vous l'avez dit, la question est déjà posée par rapport au bilan de ce gouvernement. Nous justement, nous disons que nous n'allons pas augmenter la dette, puisque nous mettons sur la table autant. Nous n'allons pas augmenter le déficit, puisque nous mettons sur la table nos dépenses sont totalement équilibrées par les recettes. Alors même que nous sommes absolument certains, et c'est, vous citiez tout à l'heure Valérie Rabault et les calculs qu'elle a faits, que nous n'avons pas voulu reprendre parce que nous estimons qu'aujourd'hui nous n'avons pas les moyens, nous sommes une liste d'opposition, nous n'avons pas Bercy à nos services, on nous demande moult détails qu'on ne demande pas aux autres groupes, on fait cet effort, mais on n'a pas les moyens. Mais effectivement, l'effet multiplicateur de notre politique va certainement faire des rentrées fiscales de cotisations sociales très importantes qui vont encore améliorer la chose. Donc je vous le dis, Valérie Rabault, on a encore 5,4% de déficit l'année prochaine. Elle l'amène à 3,8, elle l'amène à 3,8. Mais moi, je pense, on est très loin de réduire le déficit. Mais je vous dis à l'avance que nous ne ferons pas pire que ce gouvernement, au contraire, et nous allons relancer l'activité économique. Donc ça, c'est le point d'entrée. Et le deuxième point d'entrée, c'est que, vous le savez, nous n'avons pas vis-à-vis de Bruxelles le même genre d'approche que les gouvernements libéraux qui viennent avec qui viennent déjà le dos courbé, dire nous sommes désolés, la France, nous ne voulons pas ça. Non, c'est une sorte de Frexit. Non, absolument pas. Nous disons que, comme tout pays qui désobéit très largement, vous savez, au niveau, par exemple, des équilibres commerciaux, normalement, dans les traités, il y a des choses qui sont impactées. L'Allemagne, en réalité, désobéit depuis des années dans son équilibre entre exportation et importation. Donc nous disons que la France, deuxième puissance économique en Europe, bientôt le pays le plus peuplé, eh bien, elle a des marges de manœuvre dans ce qu'elle impose. Elle a des marges de manœuvre dans ce qu'elle impose, parce que, évidemment, et nous sommes d'accord, l'Union européenne sans la France ne se fera pas, et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes pour continuer à construire l'Union européenne, mais nous ne sommes pas d'accord avec un carcan austéritaire qui fait en sorte que notre économie, qui n'est pas la même que celle de l'Allemagne, en subit les conséquences. Donc vous verrez comment ça se passera, mais je vous assure que les choses ne se passeront pas comme malheureusement depuis des décennies. Éric Coquerel, vous voulez augmenter le SMIC à 1 600. Mais encore une chose, on ne fera pas pire que le gouvernement. On a bien compris. Vous acceptez l'idée d'un choc avec les... on fera mieux même. Vous acceptez l'idée que votre politique peut impliquer un choc avec Bruxelles et que c'est un choc nécessaire pour élargir les marges de sécurité de la France. Il y a à un moment donné un rapport de force qui va s'établir. Que je sache, la France est plus contributeur par rapport à l'Europe, vous le savez, là-dessus. Donc on a les moyens à un moment donné de dire qu'on n'est pas forcé d'accepter les politiques monétaristes qui correspondent très certainement au rentier allemand, mais qui ne correspondent pas à notre activité économique. Et que de ce point de vue-là, oui, on aura un rapport de force. Mais encore une fois, établir un rapport de force quand on est déjà le mauvais élève de la classe. Mais on n'est pas le mauvais élève. Alors là, arrêtez. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Union européenne nous a. C'est bien pour ça qu'il y a une procédure de déficit. Mais allons-y, justement. Alors attendez, comparons
rond, justement. Vous savez que dans l'Union européenne, aujourd'hui, il y a un débat. Par exemple, prenons l'ancien directeur de la Banque Centrale Européenne, M. Prodi. Qu'est-ce que M. Prodi a dit il y a quelque temps devant l'inquiétude de l'Union européenne vis-à-vis de ce qui se passe avec les États-Unis? Vous savez que les États-Unis ont laissé filer le déficit. Alors certes, c'est les États-Unis, mais enfin, au moins, ça montre que laisser filer le déficit, c'est pas une règle d'airain, ça dépend des conditions. Ils ont laissé filer le déficit pour augmenter leur croissance. Du coup, il y a un décrochage très important avec l'Union européenne. Donc il y a des économistes, y compris libéraux, mais qui sont plus intelligents d'autres et qui s'en inquiètent, ou des responsables comme M. Prodi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il faut en finir avec ce carcan d'austérité qui fait toujours peser sur les dépenses publiques, alors même qu'on a besoin d'argent pour la transition écologique. Eh bien, c'est ce qu'on dit, mais ce débat-là que nous portons, que nous voulons, nous, porter français, figurez-vous, qu'il est partout en Europe. Partout en Europe, y compris en Allemagne, où des gens disent il serait peut-être urgent. Donc, sans un Brexit, ça serait un changement d'une règle européenne que vous souhaitez. Ça, on a toujours dit qu'on souhaitait des changements de règles européennes. Mais je pense que la France a les moyens de se faire entendre, de le peser, et il y aura des alliés, avec vous verrez. Plus de 5% de déficit. Vous verrez. Écoutez, ils y sont aujourd'hui, les 5% de déficit. Ils y sont aujourd'hui. Donc, c'est ce que je veux dire. Je pense que oui, mais je vais vous répondre autrement. Est-ce que la France, l'an dernier, avec 1% de croissance, pendant que l'Allemagne était en récession, est-ce que nous avons à recevoir des leçons des Allemands? Et avec la politique que nous allons mettre en place, notre croissance va encore augmenter. Donc on verra bien à la fin qui, selon les critères économiques mis sur la table, sera le plus entendu. Je suis pour que nous ne partions pas battus par rapport à ça. Vous parliez de la croissance et du fait que vous allez relancer également la croissance. Vous proposez un SMIC à 1 600 € net, donc c'est 14% d'augmentation du SMIC. Qu'est-ce que vous dites aux patrons des petites entreprises, des TPE? D'ailleurs, vous les avez rencontrés pas plus tard que cette semaine. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une vague de licenciements? Les patrons qui eux-mêmes arrivent très justement très peu justement à se reverser un salaire. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un risque de dégraissage, je n'aime pas ce mot, mais dans les petites entreprises? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Et ce que je dis aux patrons, ce que j'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ce que j'ai dit au MEDEF. Je pense d'abord que j'ai été chef d'entreprise. D'accord ? Donc je pense qu'il n'y a pas un groupe homogène des chefs d'entreprise. Ceux, par exemple, qui aujourd'hui, en fonction du statut de leur entreprise, ont comme critère numéro 1 le fait de toujours faire en sorte que la rente capitaliste soit à 2 chiffres. C'est ça leur obsession. Je parle notamment des entreprises du CAC 40, n'ont pas les mêmes problèmes que le patron d'une TPE, PME, en tout cas ceux qui produisent leur richesse, qui se dit comment on va avoir des carnets de commandes, des parts de marché, comment on va bien payer nos salariés pour les conserver, parce que je pense que c'est aussi leur préoccupation. Bien. Nous disons à ces patrons, première chose, la politique que nous allons mettre en place, 1 600 € net, une grande conférence après salariale pour augmenter les salaires indexés sur l'inflation. C'est autant d'argent qui va rentrer en termes de pouvoir d'achat dans les poches des Français qui pourront ensuite acheter vos produits ou vos services. Première chose. Donc, vous avez tout à gagner avec ces carnets de commandes, d'autant plus que, comme vous le savez, nous mettrons en place des investissements de l'État importants, notamment en matière de bifurcation écologique. Et par exemple, pour prendre le BTP ou en matière de logement, c'est des choses qui vont plutôt améliorer la situation du BTP qui est aujourd'hui catastrophique. Donc, première chose, notre économie, ils ont intérêt à ça. Deuxième chose, nous allons regarder, je réponds à votre question, nous allons regarder les secteurs qui seront fragilisés le temps que cette politique de la relance se fasse par le fait d'augmenter à 1 600 € net. Nous allons le regarder de manière sérieuse parce que c'est pas... On va le faire tout de suite. Il y a des études qui sont sorties récemment, qui montrent bien, à peu près selon le secteur. Par exemple, toutes les entreprises qui exportent ne sont pas soumises parce qu'il y a très peu de salaires au niveau du SMIC qui sont dans ces entreprises. Donc, c'est assez affiné. Nous allons regarder. Et figurez-vous, je termine là-dessus, il y a 223 milliards aujourd'hui d'aides aux entreprises. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les critériser. Et que, soit sous forme de crédit à taux zéro, soit sous forme, pourquoi pas, même d'aide directe, on va aider ces entreprises qui ont besoin de cet argent pour garder l'emploi, pour augmenter les salaires. Et ça sera au détriment de celles qui l'utilisent pour les dividendes. Voilà grossièrement comment nous allons faire. Coquerel, merci beaucoup pour cet exposé. Je pense que vous allez revenir bientôt, puisqu'il y a encore beaucoup de questionnements sur votre programme, notamment économique. Merci Éric Coquerel. Dans un instant, Jean-Philippe Tanguy du RN au Grand Rendez-vous. À tout